Chaque jour, ces gens prennent des risques, travaillant dans des conditions incroyablement difficiles. Ils se mettent en danger d'une façon que la plupart d'entre nous trouveraient inacceptable. Tant d'efforts pour faire face à une invasion de... non, pas d'extraterrestres, mais de crabes. D'énormes monstres rouges qui dévorent tous les êtres vivants sur leur passage. Aucun animal ne résiste à leur appétit. Ces crabes se propagent à grande vitesse et ils ne laissent rien derrière eux. Mais le plus important, c'est que ces crabes valent beaucoup d'argent. Ces crabes sont des crabes du Kamtchatka. Voici comment ils ont pris le contrôle de la Terre. On peut vraiment parler d'invasion. Ces crabes progressent sans cesse et ils sont pressés. Ils revendiquent chaque année plus de territoire. Les écologues sont inquiets, sérieusement inquiets. Ces monstres ne vivaient que dans la région coloriée en jaune, mais comme d'habitude, des humains en ont amené ailleurs, dans la péninsule de Kola. Qui aurait pu deviner que c'était une mauvaise idée ? Les crabes ont donc atteint la péninsule de Kola et ils ont bien aimé les lieux. Et vous savez ce qui se passe lorsque des animaux se sentent à l'aise, ils se multiplient. Bientôt, les crabes sont devenus si nombreux qu'ils ont donné du fil à retordre aux pêcheurs. Mais contrairement à la plupart des créatures invasives, cette espèce s'est révélée être une véritable vache à lait. Plus il y a de crabes, mieux c'est, et il y en a toujours plus. Aujourd'hui, les Norvégiens sont partagés. Certains sont enthousiasmés par cette manne, tandis que d'autres veulent que les crabes retournent d'où ils viennent. Mais voyons à quel type d'envahisseurs on a affaire. Steve. Étudions ces petites bêtes. Les crabes du Kamtchatka sont en fait une espèce de Bernard l'ermite, mais leur aspect est différent car ils ne se cachent pas dans des coquilles. Et ils sont énormes. La carapace d'un tel crabe peut mesurer 28 cm de large, ses pattes atteindre 1,80 m et son poids 12,7 kg. Oui, ces crabes ont des pattes plus longues que la taille de Steve, mais ils ont aussi d'autres caractéristiques intéressantes. Il s'agit de l'espèce de crabe la plus recherchée sur le marché. C'est aussi la plus chère. 100 grammes font déjà très mal au portefeuille. Ce qui vaut le plus cher, c'est ça, leurs pattes. Oui, ces mêmes pattes interminables. On dit ces crabes très savoureux, mais ils sont eux-mêmes sacrément gourmands. Ils adorent manger. Pour satisfaire leur énorme appétit, ils dévorent tout ce qu'ils trouvent, dont des crustacés locaux, des coquillages et des oursins. Je sais pas ce que ce crabe est en train de mâcher, mais on peut voir que ses pinces sont parfaitement adaptées à ce mode de vie. Voici maintenant un prédateur naturel du crabe du Kamtchatka, la pieuvre géante du Pacifique. Mais elle ne vit que dans l'océan Pacifique, où elle contrôle la population de crabes. Il n'y a pas de pieuvre de cette espèce dans les eaux européennes, ce qui signifie que les crabes y sont en sécurité. Je le disais, ces envahisseurs sont toujours affamés. Mais s'ils ne s'en prenaient qu'aux animaux du fond des océans, ce serait un moindre mal. Malheureusement, les pêcheurs des îles Lofoten sont mécontents car les crabes détruisent leurs filets avec leurs pinces. Pas par méchanceté, ils visent les harengs et les cabillots que les pêcheurs travaillent dur pour attraper. Résultat, les pêcheurs locaux se retrouvent sans prise et avec des filets déchirés. Qui plus est, ces crabes sont pas vraiment des créatures solitaires, ils forment des groupes massifs, chaque colonie comptant jusqu'à 10 000 individus. Et vous savez quoi? Ils sont toujours à la recherche de nourriture. Une seule de ces colonies peut suffire à déséquilibrer un écosystème en dévorant tout ce qu'elle voit et en laissant les fonds marins à nu. Mais avant d'arriver dans les eaux norvégiennes, ces crabes ont parcouru un long chemin et ça a pris beaucoup de temps. À l'origine, l'espèce vivait au large de la péninsule du Kamtchatka, en Russie. Ces crabes y ont vécu tranquillement jusqu'aux années 1960, lorsque des chercheurs soviétiques ont décidé d'en amener à Mourmansk et dans la péninsule de Kola à titre expérimental. Un autre récit propose une explication plus simple. L'objectif était de créer des conditions favorables à une opération de pêche lucrative. Au début, l'expérience n'était pas un succès. Les crabes ne se reproduisaient pas dans ce nouvel endroit. Mais après, à la fin des années 70, des crabes du Kamtchatka sont apparus au large des côtes norvégiennes, surprenant tout le monde.
Et les gens étaient loin de se douter que ce n'était que le début. Dans les années 90, ils se sont répandus vers le sud-ouest, le long de la côte norvégienne et vers le nord jusqu'au Svalbard. De nos jours, on peut voir de tels crabes non seulement en Russie, mais aussi en Norvège. Ils ont dépassé le Cap Nord, l'endroit le plus septentrional d'Europe, et ils ont descendu la côte jusqu'aux îles Lofoten. Les chercheurs ont calculé qu'ils se déplaçaient à une vitesse moyenne d'environ 50 km par an. Et tout ça à cause des humains. Vous y croyez? Une fois de plus, on a mis des animaux là où ils n'auraient jamais dû se trouver, et voilà le résultat. Vous savez ce que vous êtes en train de voir? Un ours polaire endormi que l'on transporte vers un endroit meilleur? Pas du tout. L'histoire est un peu étrange, mais je suis heureux que Steve l'ait évoqué. Dans un parc national canadien vivait Joey, un ours brun de Colombie qui, bien qu'étant albinos, semblait bien se porter. Or, des gens l'ont aperçu qui l'ont pris pour un ours polaire. Que faisait un ours polaire si loin du pôle Nord? Le pauvre était sans doute perdu. On a donc décidé de ramener d'urgence ce pauvre ours chez lui. Joey a été endormi avec des tranquillisants, transporté par hélicoptère et relâché dans l'Arctique. Rapidement, des experts locaux ont découvert le pauvre ours, grelottant de froid. De toute évidence, il n'était pas fait pour la vie dans le Grand Nord. Il était également plus petit que ses congénères blancs. Un examen approfondi a confirmé les soupçons. Il s'agissait d'un ours brun albinos. Joey a été renvoyé chez lui, dans le parc national. Mais c'est là que l'histoire prend un tour pour le moins farfelu. Des agents du parc ont teint la fourrure de Joey pour éviter toute confusion. Mais quand sa fourrure blanche a repoussé, des gens ont à nouveau essayé de l'amener au pôle Nord. C'est tout simplement délirant. Bon, il existe de nombreux récits de cette histoire, mais aucune ne mentionne l'année exacte, le lieu, ou même les noms des personnes impliquées dans l'affaire. En clair, ça ressemble fortement à une légende. Cela dit, il arrive que des ours bruns se rendent dans le Grand Nord et perturbent la vie quotidienne de leurs cousins polaires. Je vous explique. Imaginez la scène la plus septentrionale possible. Un ours polaire qui dévore les restes d'une baleine. C'est un repas parfait pour les ours polaires, riche en graisse pour les aider à résister au froid. Mais depuis peu, il se passe quelque chose d'étrange. Des grizzlies s'installent toujours plus au nord, là où les ours polaires avaient l'habitude d'errer. Vous voyez cette carcasse de baleine? Les ours polaires ne peuvent plus s'en régaler. Les grizzlies les ont chassés et ils n'ont pas l'intention de partager. Il y a quelques années, des chercheurs ont remarqué que les grizzlies éloignaient leurs cousins de la nourriture, bien que les ours polaires soient presque 2 fois plus grands qu'eux. Simplement, les grizzlies sont plus agressifs. Leur agressivité pourrait constituer une pression supplémentaire pour les ours polaires, qui traversent déjà une période difficile. Mais revenons-en aux crabes du Kamtchatka. Personne ne voulait renoncer à l'opportunité de s'enrichir, étant donné leur valeur. Malgré leur caractère invasif, la Norvège et la Russie ont passé un accord de pêche et fait de ces crabes une espèce protégée. Une commission mixte détermine comment en gérer la population et fixe des limites au nombre de crabes pouvant être capturés. En Russie, on ne peut pêcher que des crabes mâles dont la carapace a une largeur supérieure à 15 cm. Ça n'est autorisé que pendant la saison de pêche qui s'étend de la mi-août à la mi-décembre et à condition que les crabes soient capturés loin du littoral. De nombreuses conditions doivent être remplies. En Norvège, les règles sont moins strictes, ce qui permet des prises nettement plus importantes. Il est interdit de les pêcher dans le nord et dans le sud, la capture doit se faire dans certaines limites. C'est pas parce qu'un animal est savoureux et précieux qu'on peut le pêcher à volonté. Le respect des règles, des restrictions et des accords entre pays est essentiel pour éviter la disparition d'une espèce et pour maintenir l'équilibre du marché. Regardez combien de crabes ces pêcheurs remontent. Chaque prise est synonyme de gros bénéfices, une belle motivation pour les pêcheurs. Le problème, c'est qu'il faut choisir entre la préservation de la nature et la recherche du profit. Certes, il s'agit d'une espèce invasive et il serait plus judicieux de tous les capturer pour aider les espèces locales. Mais la vente de ces crabes est une mine d'or. Ainsi, on en capture juste assez pour permettre à la population de se reconstituer et le cycle se poursuit. Les migrations animales, qu'elles soient saisonnières ou permanentes, sont pas toujours une bonne chose pour l'homme. Dans le cas des crabes, c'est plutôt à notre avantage. Mais vous vous souvenez des rennes ? Ah oui, ces animaux sont magnifiques, un vrai régal pour les yeux. Mais l'an dernier, 42 d'entre eux ont franchi une clôture délabrée dans la réserve naturelle de Pasvik et ils sont passés du côté norvégien au côté russe. On peut pas leur en vouloir, ils ne faisaient que vivre leur vie. Ils ont ainsi pénétré dans une nouvelle zone et ils y ont grignoté quelques plantes.
Mais la Russie a affirmé que les dommages causés à l'environnement se chiffraient entre 4 350 € et 4,1 millions d'euros. Tout ça parce que 42 rennes ont mangé un peu d'herbe. Personne ne sait vraiment combien de temps ils ont passé en Russie, ce qui explique que les estimations varient autant. Et tout ça, c'est mal terminé. Au moins 40 des 42 animaux qui ont franchi la frontière ont été renvoyés en Norvège et tués par crainte qu'ils ne franchissent à nouveau la frontière. Pas question de payer à nouveau un tel montant. La Norvège a ensuite annoncé son intention de réparer la clôture de 150 km afin d'éviter que l'incident ne se reproduise. La mort de 40 animaux peut sembler peu de choses au regard de la population totale de rennes en Norvège, mais c'est quand même malheureux. Leur migration a eu de tristes conséquences. Avec les crabes du Kamtchatka, les choses sont pas aussi simples. Certains Norvégiens se plaignent de perdre leur matériel de pêche, leur prise et leur argent, mais d'autres y voient l'opportunité d'une nouvelle vie. Récemment encore, Bugains était un paisible village de pêcheurs au bord du déclin, fait de minuscules maisons parsemées dans la toundra. La communauté était au bord de l'effondrement. En outre, le travail se faisait rare. Des années de surpêche et de mauvaise gestion avaient réduit à néant les quotas de cabillaud. Les bateaux restaient à quai, inutiles. Les rares habitants qui étaient restés au village se contentaient du peu d'argent qu'ils pouvaient encore gagner en pêchant et en travaillant dur. Puis, les crabes sont apparus. À partir des années 1980, les pêcheurs locaux ont commencé à prendre dans leurs filets de mystérieux crabes géants. Ces créatures à l'allure extraterrestre, arborant 2 redoutables pinces, pesaient bien plus lourd que les crabes pêchés d'ordinaire dans les régions méridionales. Les crabes du Kamtchatka ont tout changé. Aujourd'hui, les habitants gagnent bien leur vie en les vendant 4,65 € le kilo. Les crabes restent dans des bassins jusqu'à ce qu'ils soient pris à rejoindre les restaurants et à finir dans les assiettes des amateurs de fruits de mer du monde entier. Si vous avez déjà dégusté du crabe du Kamtchatka, il provenait sans doute de ce village. Difficile de déterminer si cette histoire se terminera bien. Il faudra encore au moins 10 ans pour savoir si les crabes continueront à descendre vers le sud et si ça entraînera de nouveaux problèmes. En attendant, examinons d'autres cas d'invasion. Non, cette fois on va pas parler des crapauds d'Australie. On va évoquer les pitons de Floride, des pitons birmans. L'espèce vient d'Asie du Sud-Est, mais elle est arrivée aux États-Unis par le biais du commerce d'animaux exotiques et elle a détruit les écosystèmes locaux. Ces pitons sont trop efficaces, ils sont presque invisibles pour les humains et leurs proies, car ils n'ont pratiquement pas besoin de bouger. Il faut 3 adultes pour maîtriser un seul de ces pitons, et il y en a beaucoup. Les autorités ont fait appel à des experts privés spécialisés dans la lutte contre les pitons invasifs. Ils ont mis en place tout un système de paiement dont le montant dépend de la taille du serpent. Les chasseurs de pitons sont payés à l'heure, entre 12 et 16,50 € selon l'endroit. En outre, ils gagnent 46 € par serpent, mesurant jusqu'à 120 cm de long et 23 € supplémentaires par tranche de 30 cm au-delà de ça. Se débarrasser d'un nid peut leur rapporter 278 €. Aucune qualification n'est requise pour participer à la lutte contre les pitons en Floride. Tout chasseur, pêcheur ou amateur de plein air qui a envie d'abattre des pitons ou d'autres grands animaux sauvages peut déposer sa candidature. Il y a même un événement annuel appelé Florida Python Challenge, au cours duquel les volontaires ont 10 jours pour chasser autant de pitons que possible. Le premier prix s'élève à 9 260 € et la deuxième place rapporte la somme respectable de 6 950 €. Voici les gagnants de l'année dernière. Mais si vous pensez qu'attraper des pitons est une promenade de santé, détrompez-vous. La chasse aux pitons n'est pas une mince affaire. Les débutants passent des heures à tourner dans les bois sans succès. Les pitons sont insaisissables. Même si on a le goût de l'effort, il est facile de se décourager. D'après les experts, c'est pas un passe-temps pour tout le monde. Imaginez, il s'agit de marcher sur un terrain accidenté, dans une lumière faible, pendant des heures, dans l'espoir d'apercevoir quelque chose. Tout ça en faisant attention à ne pas trébucher pour ne pas se blesser. Mais pour les meilleurs, la chasse aux pitons peut s'avérer être un travail bien rémunéré. Il y a suffisamment de serpents dans les environs pour satisfaire tout le monde. Au fait, vu la quantité de pitons, pourquoi ne pas en faire bon usage? Est-ce que leur viande est comestible? Beaucoup de gens, dont moi-même, se posent la question. Depuis quelques années, les chercheurs étudient la teneur en mercure des pitons afin de déterminer s'ils sont propres à la consommation. S'il s'avère que c'est le cas, on pourrait bientôt voir des plats à base de pitons dans les restaurants ou dans les rayons des magasins.
Après tout, il y a déjà des gens qui mangent des serpents. Parlons maintenant des perruches. Ça saute pas aux yeux, mais ces perruches ne sont pas dans la forêt, mais sur un arbre dans une rue très fréquentée d'une ville. Des perruches à collier survolent chaque année les différentes régions de Turquie et leur population est en augmentation. On tourne même des reportages sur elles. Ces oiseaux sont aussi sympathiques que magnifiques et ils donnent du charme aux arbres dans les parcs d'Istanbul, d'Ankara et d'Izmir. Le problème, c'est que ces perruches sont considérées comme invasives. Il y a encore quelques dizaines d'années, il n'y en avait pas du tout en Turquie, pas une seule. L'histoire des perruches à collier d'Istanbul commence par un tragique accident de la route en 1996. Dans la région de Beykoz, une camionnette transportant des perruches s'est renversée, libérant des centaines d'oiseaux. Un autre facteur est que les oiseaux introduits illégalement dans le pays et capturés à la douane sont généralement relâchés dans la nature. Apparemment, personne ne pense aux conséquences. Il faudrait pourtant le faire. La population de perruches se monte maintenant à plus de 6000 individus à Istanbul, alors qu'il y a seulement 5 ans, il n'y en avait que quelques centaines, et elles continuent à augmenter. D'un côté, ces perruches se fondent dans l'ambiance de la ville, mais de l'autre, elles causent des problèmes en perturbant l'équilibre de la faune urbaine locale. Les perruches s'installent dans les nids des corbeaux, des chauves-souris et même des écureuils, ce qui provoque des heurts entre espèces. Or, les perruches ont l'avantage du nombre, elles sont les nouveaux pigeons. Mais s'il y a une ville qui a été envahie par les perruches, c'est bien Londres. Plus précisément par des perruches à collier de l'Himalaya et des régions tempérées d'Afrique du Nord. Personne ne sait quand et comment Londres est devenu l'habitat rêvé des perruches sauvages. Il existe plein d'histoires à ce propos et il est difficile de déterminer leur véritable origine. En attendant, elles sont là. Aujourd'hui, on peut voir leur nid partout. On sort de chez soi et voilà, on aperçoit des perruches. Et elles ne sont manifestement pas près de disparaître. Au contraire, malgré le climat, elles prospèrent. Selon des estimations récentes, leur nombre atteindrait plusieurs dizaines de milliers. L'une des hypothèses pour expliquer leur apparition remonte à 1951. Des perruches se seraient échappées lors du tournage du film La Reine africaine avec Humphrey Bogart et Audrey Hepburn. Ces oiseaux auraient été apportés afin de recréer l'ambiance des marais équatoriaux d'Afrique de l'Est dans les studios d'Isleworth. Pourtant, il n'y a pas de perruche dans le film lui-même, donc soit il s'agit d'une légende urbaine, soit les oiseaux se sont échappés avant même le début du tournage. Qu'en pensez-vous ? En fait, la fascination des Londoniens pour les perruches remonte à des centaines d'années. Certaines se sont échappées, elles se sont multipliées et voilà le résultat. L'Allemagne compte également un bon nombre de perruches, mais leur présence n'est liée à aucune légende impliquant Audrey Hepburn. Malgré l'aspect adorable des perruches, il s'agit de créatures invasives qui colonisent les villes du monde entier. Elles supplantent les oiseaux locaux pour la nourriture et elles volent même les nids douillet des écureuils. Mais alors, pourquoi ne pas les manger ? Eh bien d'abord, pour ça, il faut les chasser. Ça demande des efforts. Ensuite, l'idée n'a peut-être jamais traversé l'esprit de qui que ce soit. On sait qu'elles sont techniquement comestibles, mais de là à ouvrir un restaurant spécialisé dans les plats à base de perruches, il y a un monde. Je me demande quand même pourquoi les perruches prospèrent à Londres. Le climat n'a pourtant rien à voir avec celui d'Istanbul. En fait, les perruches sont pas vraiment des oiseaux tropicaux. Les doux hivers anglais sont pas très différents du climat au pied de l'Himalaya, d'où sont originaires ces oiseaux. Et comme la température augmente d'année en année, les oiseaux se sentent bien à Londres. Elles sont bien tombées, leur nouvel environnement s'est avéré parfait pour elles. Tout le monde peut pas en dire autant. Voici les régions que fréquentent habituellement les baleines à bosse. Elles se plaisent là où il ne fait pas trop froid et où la profondeur est suffisante. Mais si je vous disais qu'on en a trouvé une ici ? Bien sûr, les foules se sont empressées d'aller assister au spectacle. Cette vidéo remonte à quelques années. Une baleine à bosse avait décidé de séjourner dans l'un des ports de Montréal pour le plus grand plaisir des habitants. Elle avait conquis le cœur des habitants de la ville, attirant les foules dans le vieux port. Tout le monde était curieux de voir l'animal, que l'on ne trouve normalement pas dans cette région. Les experts ont découvert qu'elle avait atteint Montréal en remontant le fleuve Saint-Laurent. Plus tard, elle a été repérée dans une rivière, environ 30 km en aval de la ville. C'était la première fois qu'une baleine à bosse s'aventurait dans les eaux de Montréal. Vous la voyez, juste là, flottant tranquillement. Lorsqu'elle a commencé à se déplacer vers l'aval, les experts pensaient qu'elle allait retourner à son habitat naturel dans le golfe du Saint-Laurent. Malheureusement, elle n'a pas réussi. Un jour, elle a été retrouvée morte.
C'est triste, mais pas surprenant. Même une baleine en bonne santé peut mourir à la suite d'une déshydratation due à un séjour trop long en eau douce ou après une collision avec un bateau. Finalement, le cadavre de l'animal qui avait rendu les habitants si heureux a été sorti de l'eau. Bon, parlons de choses plus amusantes. Voici les hippopotames de Pablo Escobar. Vous avez entendu parler de lui? J'imagine que oui. C'est ici que tout a commencé. Le fameux trafiquant de drogue possédait en Colombie un vaste ranch abritant un zoo où vivaient 4 hippopotames. Ils avaient été introduits illégalement dans le pays, mais pour Pablo Escobar, la loi faisait souvent preuve de souplesse. Après sa mort en 1993, les hippopotames ont été laissés en liberté. Les attraper et les déplacer semblait trop compliqué. Alors le gouvernement a décidé de les laisser occuper la propriété. Il faut savoir qu'il s'agissait d'un mâle et de 3 femelles. Évidemment, ils ont fait ce que tous les animaux de sexe différents font lorsqu'il fait beau et que la nourriture ne manque pas. En 2007, il y avait déjà 16 hippopotames qui ont commencé à explorer la rivière Magdalena toute proche à la recherche de nourriture. Début 2014, 40 hippopotames ont été repérés à Puerto Triunfo. En 2019, ils étaient une centaine. Selon les prévisions, il pourrait y en avoir plusieurs milliers d'ici quelques dizaines d'années. C'est un sacré taux de croissance pour des créatures aussi imposantes, d'autant qu'ils ne vivent pas dans leur environnement naturel. Et c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Les fermiers ont tout à perdre de la présence de ces animaux énormes et qui peuvent être dangereux. Les écologues considèrent ces hippopotames comme une espèce invasive gênante qui cause des ravages dans les écosystèmes locaux. Des études indiquent qu'ils peuvent modifier la composition des zones humides simplement en s'y déplaçant. Une étude réalisée en 2020 a révélé que dans les lacs colombiens où vivent ces hippopotames, il y a une augmentation des niveaux de nutriments et des cyanobactéries. Ces bactéries peuvent déclencher la prolifération d'algues nuisibles qui tuent la vie aquatique. Pour faire simple, ces énormes créatures laissent dans leur sillage une traînée de destruction aux sinistres séquelles. De plus, les hippopotames peuvent modifier les écosystèmes en se nourrissant des plantes indigènes. Je le répète, les hippopotames sont énormes et agressifs. Ils attaquent volontiers tout ce qui ne leur plaît pas. Ils représentent donc une menace sérieuse pour les pêcheurs et les autres habitants, même si aucun décès n'est à déplorer à ce jour. Mais ça veut pas dire qu'il faut laisser les choses en l'état. En novembre 2023, le ministre de l'Environnement a dévoilé un plan pour faire face à la croissance de la population d'hippopotames. Il comporte plusieurs étapes, dont l'une consiste à stériliser environ 40 hippopotames par an. Mais cette procédure coûte cher. La stérilisation d'un seul individu coûte 46 000 €. A plus.